l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI. Aujourd'hui, 7 enjeux, 100 rafales pour Kiev. La France défie Poutine. Historique, dit Volodymyr Zelensky. C'est énorme, annonce Emmanuel Macron. Oui, les deux présidents ont signé un accord colossal pour l'achat de 100 rafales pour l'Ukraine. Regardez cette photo qui va s'afficher juste derrière moi. Elle est là, le Rafale, notre fleuron, capable de transporter là tout cet armement. C'est le colonel Goya qui va tout vous expliquer dans un instant. Mais combien de questions encore? Quelle réaction de Poutine? D'ailleurs, faut-il la craindre? Des voix disent oui, attention, nous ne devons pas rentrer dans la guerre. Dominique de Villepin, par exemple, sur notre antenne, vous le réécouterez avec nous. Et puis des lettres d'intention signées ne sont pas des contrats en bonne et due forme. Alors comment ces acquisitions vont-elles pouvoir être financées, produites, rendues opérationnelles? Avons-nous les moyens de ces intentions? En tout cas, alors que le front est en train de craquer, c'est ce que notre équipe du retour du front, justement, nous dira dans cette émission en direct. La France franchit un cap dans son bras de fer face à Poutine. Regardez, écoutez. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape. Si l'Ukraine n'est pas forte et crédible, la Russie violera les engagements qu'elle a elle-même pris. C'est un grand moment historique. Acheter 100 rafales, c'est une nouvelle étape pour notre industrie, pour notre peuple. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Elisabeth Shepard-Selam. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Tours, spécialiste défense et sécurité. Bonjour à vous Guillaume Roquette, merci également d'être à nos côtés. Vous êtes directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Colonel Goya, ravi bien sûr de vous retrouver, consultant militaire. Votre livre, il faut le citer, Théorie du combattant, c'est aux éditions Perrin. Vous le voyez ici s'afficher. Et puis bonjour à vous Marc Semo, merci également d'être avec nous. Journaliste spécialisé dans les questions internationales, collaborateur au Monde, à Challenge, et vous êtes l'auteur du livre La géopolitique, comprendre le monde de demain aux éditions Talendier. Le grand dossier, 100 rafales pour Kiev, la France défie Poutine, c'est donc parti. Et d'abord, TF1 était dans les coulisses en quelque sorte de cet accord historique dans la dernière ligne droite. L'annonce des 100 rafales signées s'est faite notamment au micro de TF1, c'est au micro de Michel Scott. Ce qu'on signe aujourd'hui, ce sont des capacités pour le court terme. Par exemple, avec les Hammer, les A2SM, qui sont utilisés chaque jour par l'armée ukrainienne. On en livrera près de 1000 cette année, et c'est sur les 2 années qui viennent les mêmes capacités à peu près dont on se dote. Ensuite, on prend tout de suite la génération d'après, c'est-à-dire qu'on prévoit les Rafales, 100 Rafales. C'est énorme. Ce qui est énorme, mais c'est ce qu'il faut pour la régénération de l'armée ukrainienne. Nous avons ces derniers mois déployé nos Mirages. Et donc on prépare la prochaine génération. C'est aussi une opportunité pour le Rafale et pour Dassault. Et puis on prévoit des capacités en effet d'antimissiles. Le SAMT nouvelle génération. Le SAMT est déjà présent aujourd'hui en Ukraine. On prépare une nouvelle génération, elle a ses tests, son évaluation qui est en 2026 dans l'armée française. On va très vite la déployer sur le terrain d'opération. C'est une opportunité pour nous pour aller plus vite et pour partager aussi ces technologies avec l'Ukraine. Et regardez maintenant cette image, définitivement celle de la journée. Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky qui signent ensemble ces lettres d'engagement avec derrière eux tout ce décorum et ce Rafale. Alors on parle vraiment d'un accord majeur. 100 Rafales, c'est le nombre de Rafales en service, nous dit-on, dans l'armée de l'air française actuellement. Reste à savoir en quelle forme prendront vraiment maintenant ces lettres d'engagement. Mais on va tout comprendre et tout savoir grâce au colonel Goya. Colonel, c'est parti. En quoi le Rafale est-il à ce point majeur pour la défense de l'Ukraine? On parle, là ces dernières minutes, j'écoutais d'avions multirôles et à tout point de vue supérieur par exemple à l'avion russe. Oui, alors que les aviateurs, mes amis aviateurs me pardonnent d'aller sur leur terre, mais je vais dire du bien de leur joujou. Oui, le Rafale, oui, c'est le meilleur avion, ce qu'on appelle multirôle au monde, incontestablement, c'est-à-dire qu'il est capable de tout faire, il est capable de faire des attaques, des frappes au sol, il est capable de frapper des navires, il est capable de défendre le ciel, il est capable de faire du renseignement, de la reconnaissance, et il est même capable de porter l'arme nucléaire. Donc c'est encore une fois, c'est le seul au monde certainement à être capable de tout faire à peu près bien, voire très bien dans certains domaines. Et là, si on le compare du coup au Sukhoi russe, parce que j'entendais ce matin, en tout point, il est supérieur par exemple aux avions de chasse russes.
Alors, l'équivalent russe, c'est le Sukhoi 35. Effectivement, il se ressemble un petit peu. Le Sukhoi 35 il va un peu plus loin, il est un peu plus rapide, mais en réalité, je pense que son électronique de bord est très inférieure à celle du Rafale. Son armement est très inférieur. Si les deux se rencontrent, il est probable que ce soit le Rafale qui l'emporte dans la majorité des cas. Alors, colonel, l'Élysée annonce 100 Rafales, et je cite, avec leur armement associé. Oui. Que faut-il comprendre? Alors, c'est-à-dire que... Alors, tiens, on voit une magnifique photo. Le Rafale a une particularité. D'abord, il est très évolutif. Il ne faut pas comprendre que c'est le Rafale F4 actuellement. C'est la version 4 du Rafale, qui est évidemment très supérieure à la première il y a 20 ans. Donc, et le F5 apparaîtra dans quelques années et encore supérieur. Et particularité du Rafale, c'est qu'il peut porter autant de charges que son propre poids. C'est le seul au monde, à ma connaissance. Il pèse à peu près 10 tonnes, il peut porter 9 tonnes et demie de charge utile. Qu'est-ce qu'on voit comme charge? Alors là, par exemple, vous voyez les gros tubes, ce sont des réservoirs additionnels. De mémoire, vous avez 1 tonne de carburant dans chacun. Ce qui est en blanc, ce sont les missiles RR, donc pour frapper d'autres avions ou des missiles. Donc au milieu, vous avez des météores qui vont jusqu'à 150 km. C'est ce qui se fait de mieux, certainement, au monde. Et vous avez sur les bords, vous avez des missiles Mika qui sont guidés par infrarouge ou électromagnétique. Et au milieu, tout en vert, ce sont des hammers dont parlait le président de la République. Ce sont des bombes guidées, si vous voulez, qui peuvent porter jusqu'à 50, 60, 70 km. Bon, j'ai environ 1000 questions à vous poser, mais je dois me concentrer sur certaines d'entre elles. On imagine qu'il va falloir aider la formation des pilotes, par exemple. Oui, alors ça c'est un vrai sujet. Le Rafale est un magnifique appareil, mais il est quand même relativement difficile à piloter. Il demande beaucoup d'entretien. Je crois que comment dire, pour être pilote de Rafale, il faut 4 ans. Vous êtes déjà pilote, partant de rien, en gros, il faut 7 ans. Même si vous êtes déjà pilote de chasse, pour avoir la qualification Rafale, il faut pratiquement 4 ans. Donc c'est long, c'est un processus qui est très long. On peut peut-être l'accélérer en situation d'urgence, en augmentant les cadences d'entraînement, mais ça demande forcément beaucoup de temps. Merci beaucoup, colonel. Je me tourne vers vous, cher plateau. La fourniture de plusieurs dizaines de Rafales, actée désormais, pourrait être un événement suffisamment important, en effet. Elisabeth, pourrait être qualifiée d'historique, comme on l'entend ces dernières heures. Est-ce que, dans le fond et dans la forme, ça change réellement quelque chose? Alors, il y a 2 manières de penser à l'historique. Est-ce que ça va changer le cours aujourd'hui de la guerre? Non, parce que ça ne serait pas livré aujourd'hui. Et ça, en soi, est un problème. Est-ce que c'est historique à la fois pour les Rafales et puis pour l'Ukraine plus tard? Oui, c'est quelque chose d'important. Et puis bon, la vente de Rafale, c'est toujours quelque chose dont on est content en France, c'est pas une question, mais c'est pas quelque chose qui va être livré demain. Donc changer le cours de la guerre dans les médias, moi j'y crois pas, parce que à moins qu'il y ait des Rafales mystérieuses qui vont se pointer demain en grand nombre, il faut attendre. Oui, les Imains. Et c'est surtout un signal fort, triple, un signal vis-à-vis des Ukrainiens. C'est un signal politique. C'est-à-dire, l'Ukraine n'est pas seule, on est là en un moment où l'armée ukrainienne est en difficulté, notamment à Pokrovsk. C'est un signal vis-à-vis des Russes. Il n'y a pas de fatigue. On continuera à soutenir l'Ukraine. Il y a eu des mots très forts d'Emmanuel Macron. Elle fait partie de la famille européenne, et pas uniquement par sa géographie, mais par les valeurs, etc. etc. C'est un signal aussi vis-à-vis des Européens et des Américains sur le rôle, somme toute leader, que veut jouer la France dans la coalition des volontaires. Mais concrètement, il faudra beaucoup de temps. Donc en réalité, c'est quelque chose qui change la donne, qui est historique, mais sur le long terme. C'est prévu sur 10 ans. Et fondamentalement, ce qu'on est en train de construire là, c'est l'architecture de sécurité pour l'Ukraine et pour l'Europe, parce que l'Ukraine sera dans l'Europe pour les futures décennies, face à une menace russe, l'ogre russe, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron, qui va rester. Alors, il faut comprendre qu'il faudrait, disent les experts, notamment, je cite aussi Jean-Dominique Merchet, qui a écrit un excellent papier ce matin, il faut 3 ans entre la signature du bon de commande et la livraison de l'appareil. Donc là, dans le meilleur des cas, on irait en 2029. Et on voudrait vous montrer très concrètement de quoi on parle. Il y a l'assemblage de l'avion en question, mais il y a les tests aussi après, qui prennent beaucoup de temps. Les équipes de TF1 avaient été autorisées exceptionnellement il y a quelques mois à filmer la chaîne d'assemblage des Rafales à Mérignac. C'est le Saint des Saints, ultra sécurisé. Et regardez. Pour les ultimes ajustements, ils ne sont plus qu'une trentaine. Allez les gars, on rapproche. Étonnamment, le mécano se monte très vite, moins d'une quinzaine de jours. Truffé de 25 km de câbles et de 300 000 fixations, ces artères irriguées par le kérosène et le liquide hydraulique, le Rafale prend vie, enfin.
Après l'accouchement, des centaines de répétitions pendant encore 6 mois pour valider absolument toutes les fonctions, dont le déploiement des plumes et des pattes. Alors vous le savez très bien, certains nous regardent en disant « Ok, donc en fait, c'est surtout de la communication. L'Ukraine a besoin d'aide d'urgence. On annonce des avions pour 2029. Bon, à quoi bon? Tout ça ne sert à rien. » Vous le savez, certains nous regardent en le pensant. Guillaume Roquette. Oui, c'est vrai d'un point de vue militaire. On leur répond ça quoi? Ça ne change pas le cours de la guerre immédiatement, puisqu'effectivement, on ne peut pas livrer ces Rafales immédiatement, celui-ci étant victime de son succès commercial. Mais c'est une décision politique. En fait, ça veut dire que la France est prête à aider l'Ukraine sur le long terme et qu'elle est prête à créer effectivement ce que Marc Semo appelait une sorte de rapprochement stratégique en disant même si l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, parce qu'on sait bien que les États-Unis sont contre, eh bien, nous allons développer avec elle un partenariat de défense qui fait qu'elle deviendra une alliée privilégiée. Et donc l'objectif d'Emmanuel Macron, qui ressemble peut-être plus à un pari qu'à une certitude, c'est que les Russes seront inquiets de voir cette solidarité réaffirmée entre la France et l'Ukraine. Oui, mais à tous ceux qui pensent, encore une fois, colonel, que s'ils arrivent d'ici 2 ou 3 ans, ça fait trop tard, ça ne sert à rien. À ceux qui lisent, comme on l'a lu encore ce matin, les carnets de commandes en plus de Dassault Aviation sont pleins à craquer. Jusqu'au 30 juin dernier, il lui restait pas moins de 239 Rafales à encore livrer. Et ça, c'est sans compter les engagements depuis du président français. À tous ceux qui nous regardent et qui le pensent, vous répondez quoi? Oui, sans oublier qu'il faut quand même aussi fournir des Rafales à notre propre armée de l'air et de l'espace. Bien sûr, donc là on parle de l'avenir, ça ce sont des éléments sur l'avenir, y compris d'ailleurs pour les systèmes, les batteries solaires moyenne portée, la Terre, les Mamba, qui sont de nouvelles technologies qui sont pas encore, qui sont en cours de fabrication. Donc tout ça c'est sur l'avenir. Et évidemment tout ça, ça n'aide pas, par exemple la situation à Pokrovsk, ça n'aide pas l'armée ukrainienne sur place, ça ne résout pas le problème fondamental de l'armée ukrainienne qui est son manque de fantassins, pour faire simple. Mais d'abord, il ne faut pas oublier que le reste de l'aide continue. On continue à fournir des équipements tout à fait classiques, des munitions, des obus d'artillerie, des choses comme ça. Ça continue. Mais c'est aussi, on y revient, voilà, il fallait s'engager sur l'avenir. Ça veut dire que voilà, ça c'est un programme qui va nous engager sur au moins 10 ans. Si tout se passe comme prévu, et s'il y a une véritable commande, ça veut dire que sur 10 ans, ça va engager non seulement, mais ça va engager les successeurs d'Emmanuel Macron aussi. C'est-à-dire que même si on se retrouve avec un pouvoir qui est peut-être moins ardent à défendre l'Ukraine, il se retrouve quand même. Il devra de toute façon assumer ce contrat. Difficile de revenir en arrière sur. Difficile, mais pas impossible. Rien n'est complètement impossible, mais ce sera compliqué de revenir en arrière sur un tel contrat, encore une fois, s'il se fait. Pour le moment, ce n'est pas un contrat, c'est une lettre d'intention. Lettre d'engagement. Voilà, bien sûr. Il y a ces différences. S'il se fait, bien sûr. Mais en plus, à très court terme, pour le moment, les avions jouent un rôle assez marginal dans le conflit en Ukraine. Oui. Ce sont les drones, ce sont les missiles, les avions. Des deux côtés, les ciels sont verrouillés et personne ne veut perdre d'avions. Or, sur cette question, la question la plus urgente aujourd'hui, c'est celle du bouclier contre les drones et les missiles pour protéger les populations civiles. Et c'est ça, et c'est là-dessus qu'insiste à chaque fois Volodymyr Zelensky. Parce que là-dessus, il y a une question de vie ou de mort pour la population. Il y a tous les jours des morts. Il y a les systèmes électriques qui sont détruits. Les gens vivent avec des coupures de 6 à 8 heures par jour d'électricité. C'est invivable et cet aspect-là est fondamental. Et c'est là-dessus que les Russes espèrent faire craquer l'Ukraine. Mais on ne fait rien pour l'urgence, là ? Dans ce qui a été écrit. Je comprends pas, par exemple, pourquoi on n'a pas fourni plus de Mirage 2000-5. On en a donné 6, il y en a 3 qui sont arrivés. Oui, mais voilà, on en a encore un peu, on peut en fournir encore. On aurait pu, dans l'immédiat, dire voilà, mesure d'urgence, on commence par vous fournir ces avions pris sur nos stocks, et puis après les Rafales. Il y a eu d'autres annonces, le système solaire SAMPT, je ne sais pas si je prononce tout bien. Il y a le nouveau radar GM300 Thales, tout ça, c'est pas l'urgence, tout ça. On ne répond pas à l'urgence en faisant tout ça. Alors, moi, je laisserai peut-être Michel pour les SAMT, si ça répond vraiment à l'urgence. Le Mamba, oui. C'est le Mamba, on est d'accord. Oui, c'est pareil. C'est ce qu'on voit ici, juste ici. Mais la question, encore une fois, c'est quel temps
Quel est le laps de temps de la livraison? Quel que soit l'objet, enfin l'arme qui est mentionné, il y a quand même un laps de temps de livraison. Et le laps de temps de livraison, si c'est pas dans les médias, ça ne répond pas à l'urgence. C'est pour ça aussi, on a cette discussion, notamment sur protéger le ciel ukrainien et les civils contre les drones et autres depuis longtemps. Et on n'a toujours pas véritablement une réponse à cette question. Et c'est pas simplement de la France, c'est aussi une question européenne où tout le monde n'est pas d'accord. Et c'est aussi à ça. Je pense, quand je vois les annonces d'aujourd'hui, c'est aussi la France, en quelque sorte, qui prend une décision de s'engager sur quelque chose. Parce que peut-être au niveau européen, on n'a pas toujours le même... Enfin, on a beaucoup plus de divisions. Et là, c'est quelque chose que la France peut faire, même si ça paraît symbolique sur l'urgence, la France peut le faire sans avoir à faire aux autres Européens. Guillaume ? C'est vrai qu'il y a peut-être une forme de paradoxe à promettre des avions qu'on n'a pas, alors que les Ukrainiens ont besoin à court terme de drones. Mais cependant, même si les drones jouent un rôle actif, peut-être qu'ils contribuent aussi à figer cette guerre. C'est-à-dire que, on le voit, l'omniprésence des drones fait que tout mouvement de troupes est difficile. Et ça explique très largement que depuis maintenant 1 an et demi, le front ne bouge quasiment pas. Et donc c'est vrai que, en tout cas c'est ce que dit Volodymyr Zelensky, si j'avais des avions, vous savez qu'il en demande 250, les Suédois ont promis d'en livrer aussi, si j'avais beaucoup d'avions, je pourrais changer le visage de cette guerre, c'est-à-dire que je pourrais reprendre une forme d'initiative stratégique qui permettrait de sortir de ce gel qui fait que le front ne bouge pas et qu'on a le sentiment que cette guerre peut comme ça durer encore des années. Vous parlez tous des drones à un moment ou à un autre, et dans la déclaration d'intention, cette question des drones, elle reste centrale. L'entreprise française Harmattan est citée pour la fourniture de drones intercepteurs, d'autres drones. Envoie en grande quantité, selon nos informations, l'entreprise française en produira 10 000 par mois dès juin 2026. D'ailleurs, le patron nous a expliqué, au micro de LCI, de Thomas Misraki, comment ça pourrait fonctionner. Regardez. Alors, ce sont des drones qui, d'abord, sont connectés à un système de commandement et de contrôle et à un système de surveillance aérienne et qui, une fois la menace détectée, vont aller se décoller et aller à plus de 350 km/h attaquer la menace ennemie, notamment les Shahed, pour une fraction de leur coût. Pour résumer l'équation avec les Ukrainiens sur les drones, ils ont le savoir-faire. Oui. Nous, on a l'industrie, c'est ça. En gros, ils ont le savoir-faire, mais ils ne peuvent pas faire de chaîne de montage sur le terrain, sinon ils vont se faire taper. En revanche, nous, ce qu'on peut apporter, c'est de produire pour eux. J'essaie de bien comprendre. Oui, on peut faire ça. Enfin, il faut faire du joint venture. Il faut vraiment coopérer avec eux dans ce domaine. Hein. C'est pas nous qui allons livrer des choses. Il faut travailler avec eux. On a aussi des compétences. On peut avoir des compétences en termes d'IA, par exemple, des compétences fondamentales qui peuvent leur être extrêmement utiles. Donc, il faut faire des coopérations. Ça, c'est très clair entre Français et Ukrainiens dans ce domaine. Ça nous sera très utile aussi pour nous par la suite. Voilà, donc là, dans l'immédiat, un des problèmes, et on y revient toujours, la défense du ciel, le problème, c'est comment on intercepte les drones Shahed, les Guéran à longue portée. On travaille beaucoup notamment sur le drone anti-drone. Donc là, ce qu'on va fournir, on va aider les Ukrainiens, notamment à développer des systèmes anti-drones, et notamment des drones anti-drones. Mais on est vraiment capable, nous, de produire à grande échelle ces drones-là. J'entendais, pardonnez-moi, juste je vais au bout, parce qu'il y a un nom d'entreprise qui va parler à l'oreille des Français, Renault. Oui. On lit ici et là que Renault pourrait s'impliquer dans la production. Nous sommes déjà impliqués. Normalement. Alors, c'est-à-dire de quelle manière un groupe français comme Renault, par exemple, est impliqué dans la production ? Je crois que c'est l'ancien... c'est Barrault qui l'avait annoncé à une certaine époque. On allait... des chaînes de montage. Des chaînes de montage. Utiliser des chaînes de montage qui existent déjà pour le coup, fabriquer des drones. Donc de la voiture à une drone. Mais comme se fait aussi sur la défense en Allemagne. C'est-à-dire, on va du chaîne de montage de voitures pour les industries de la défense, parce qu'aujourd'hui, c'est là où on doit renforcer, on doit recruter, on doit créer des chaînes de montage pour l'avenir. Et l'idée, c'est la coopération, c'est-à-dire les drones deviennent très très vite obsolètes. Donc le problème, c'est pas de faire du stock et de les garder parce qu'au bout de 6 mois, ils seront totalement dépassés. Toute la question, c'est de mettre en commun une capacité industrielle et une inventivité technologique. Là-dessus, les Ukrainiens sont quand même nettement en avance, qui permettent aussi à la France d'avoir des drones en cas de besoin, et efficients pour, par exemple, bloquer des intrusions de drones au-dessus d'aéroports ou autres. Allez-y, Guillaume. Oui. Et si on fait un pas de côté 2 secondes, c'est-à-dire que si on passe du stratégique à l'économique, en fait, il y a aussi derrière ça une idée industrielle qui est de dire que la réindustrialisation dont on parle tant pour les pays occidentaux,
l'armement est une piste privilégiée. Pourquoi ? Parce qu'on aura du mal à faire des voitures qui seront aussi compétitives que les voitures chinoises. En revanche, on ne va pas acheter des armements aux Chinois. Et les Chinois n'en vendront pas aux Ukrainiens. Donc fabriquer des armes, c'est une façon de retrouver de la souveraineté industrielle. C'est ainsi que, par exemple, on voit la famille Porsche en Allemagne qui a décidé d'investir dans la fabrication d'armements. Alors ça va peut-être paraître excessif, mais je ne sais pas si vous avez eu cette idée-là quand on a vu les images de Villa Coublé. Je ne sais pas si on peut les remettre de ce matin. D'images quasiment de salon de l'armement français en réalité. Pardon si ça vous semble un peu excessif encore une fois, mais oui, voilà, c'est ce que j'essaie de comprendre. Dans quelle mesure on envoie le signal regardez, au-delà de l'Ukraine, ce dont nous sommes capables. Voilà comment nous avons su développer de nouvelles technologies. À quel point nous avons appris de la guerre en Ukraine. C'est ça aussi le message envoyé au monde. Allez-y, Elisabeth. Mais bien sûr que c'est un des objectifs. C'est toujours un des objectifs. C'est-à-dire, non seulement c'est bon pour l'Ukraine, mais c'est bon pour la France. On a quand même une industrie de la défense qui est très compétente. C'est peut-être le meilleur avion polyvolant au monde, si j'ai bien compris Michel. Mais c'est pas la seule chose qu'on fabrique. On fabrique des drones, on fabrique un certain nombre d'instruments de guerre qu'il faut montrer, qu'il faut aussi montrer que dans cette guerre en Ukraine, on a appris, on a compris les enjeux à l'avenir et on est capable d'y répondre. Et pas simplement pour les Ukrainiens, mais aussi par ailleurs pour tout le monde qui nous regarde, parce qu'il va falloir vendre européen. Et la France est quand même en bonne position pour vendre aux autres Européens. Il y a une petite différence entre le salon du Bourget et les images de Vélizy, Villa Coublé qu'on montre à l'écran à l'instant, c'est que au Bourget, on vend le matériel. Alors que là, c'est un sujet qu'on n'a pas encore beaucoup abordé. Mais la transition est parfaite, allez-y. Pour l'instant, on promet des avions aux Ukrainiens, mais on n'a pas encore exactement compris qui allait payer la facture à Dassault. Alors justement, on en vient à ces questionnements, à ces doutes, toujours autour de ces lettres d'engagement qui ont été signées aujourd'hui. Jusqu'où peut-on, nous, Français, s'engager ? Se mettons en difficulté militairement, économiquement. Avons-nous les moyens ? Vous savez que nous sommes en plein débat budgétaire. Avons-nous les moyens ? Comment finance-t-on ? Et l'autre musique qui va monter, et ça on va aussi en reparler, c'est celle de la co-belligérance, du risque de l'entrée dans la guerre. Dominique de Villepin, vous le réécouterez sur cette antenne hier, disait encore « Nous ne devons pas rentrer dans la guerre ». On en parle avec Bernard Guetta. Je vous en prie Bernard Guetta, faites votre entrée sur ce plateau, député européen Renew, vous êtes spécialiste des questions internationales. Je vous laisse à peine le temps de vous installer, je ne vous le cache pas. Merci d'être avec nous. Merci à vous. D'abord, avant de revenir sur la co-belligérance, les propos de Dominique de Villepin, les autorités françaises s'engagent à poursuivre leur appui militaire et pour certains, c'est en dépit de faibles marges budgétaires et de faibles marges militaires. Je vais commencer par là. On ne peut pas dire que ça suscite l'enthousiasme des aviateurs. C'est ce que dit Jean-Dominique Merchet dans une note de blog aujourd'hui sur la livraison de Rafale. Il assure qu'on ne peut pas dire que cela suscite l'enthousiasme des aviateurs. Leur chef d'état-major, c'est ce qu'il rappelle, le général Jérôme Bélanger vient de rappeler que le nombre d'appareils en ligne était déjà trop juste pour tenir dans la durée et que les Rafales sont déjà trop utilisés avec une suractivité d'environ 15%. C'est plus clair si on l'écoute lui-même, le chef d'état-major de l'armée. Idéalement, le format pour l'armée de l'air et de l'espace en termes de Rafale, c'est 230, idéalement. Voilà. Si on démutualise les contrats opérationnels, il nous faudrait 45 avions supplémentaires. Et effectivement, ce que je vous avais dit, c'est que nous continuons de compenser ce manque par une surutilisation donc, de la flotte Rafale à hauteur à peu près donc, de 15%. Voilà, ce sera ma question d'accueil. Bernard Guetta, beaucoup de gens, j'aime bien poser la question comme ça, parce que c'est vrai, vous le savez, des téléspectateurs nous regardent en se posant ces questions-là. Ils se disent, mais on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Regardez, le chef d'état-major de l'armée de l'air, il nous le dit, on est nous-mêmes. Attendez, on n'a pas les moyens en armement, en argent. En armement, pour commencer. On a un chef d'état-major de l'armée de l'air qui nous dit il y a quelques jours, regardez, on tire sur la question du Rafale nous-mêmes. Et là, on en livre à d'autres. On n'a pas les moyens. La remarque est justifiée si on se limite à l'Hexagone, si on se limite au territoire français. Simplement, il ne faut pas oublier, surtout pas oublier, que la défense du territoire français, c'est aussi la défense du territoire de l'Union européenne et c'est aussi la pression pour repousser l'agression de Poutine en Ukraine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, mais on manque de Rafale pour le territoire français. Non, on investit des Rafales, on investit d'autres armements aussi sur le front ukrainien, parce que la sécurité de la France et évidemment de l'ensemble de l'Union européenne se joue là-bas. Alors, colonel, est-ce que vous êtes de ceux qui disent que ce n'est pas le moment de désarmer la France pour armer l'Ukraine, notamment dans le dossier des Rafales ?
Bon, en l'occurrence, on ne va pas donner de nos Rafales actuelles, comme on l'a fait. On l'a fait pour la Grèce, la Croatie. On a pris des Rafales un peu usés, puis on les a vendus en deuxième main à ces pays. Mais donc, 12 on a pris appareils, Croatie, 12 Grèce. Ouais. C'est ça. Mais en revanche, oui, ce que dit le général Bélanger, c'est que il aimerait bien avoir lui aussi plus de Rafales. Quand il dit voilà, on surexploite 15%, un avion, la vie d'un avion se mesure en heures de vol. Donc on dit voilà, tel avion, c'est tant d'heures de vol. Voilà. Et quand il arrive à ses limites d'heures de vol, on le retire. Et donc là, on est en train de cramer un peu plus vite les heures de vol que prévu pour notre flotte qui est en cours, parce qu'on en manque. Mais quand Jean-Dominique Merchet nous écrit, on ne peut pas dire que cela suscite l'enthousiasme des aviateurs. Ah oui. Vous avez des relations, vous avez des contacts dans votre entourage, ça grince un peu des dents, on se dit ok, bon, là, ça commence à devenir un peu compliqué pour nous. Oui, non, mais ils préféreraient qu'on leur donne des avions qui aient une commande pour eux, évidemment. Il le dit, il a raison. L'armée de l'air et de l'espace, elle doit assurer la mission nucléaire. Donc vous avez forcément des Rafales qui sont prévus pour ça. Il faut assurer la défense du ciel français et la défense aussi des forces nucléaires. Donc c'est ça, il faut faire des opérations à l'étranger. Il en reste en gros, on a 105 Rafales dans l'ordre de bataille. Plus un certain nombre de Mirage 2000 qui sont rénovés, etc. Mais si on peut maintenant en utiliser 40 pour aller faire des opérations hors du territoire français, c'est un grand maximum. Et donc ils disent, il nous en faudrait 30, 40 de plus à terme. Et on ne progresse que très lentement. Pour l'instant, on est sous-équipé. Voilà ce qu'il dit clairement. Elisabeth, spécialiste défense et sécurité, je le rappelle. Je rejoins Michel. Mais c'est pas le seul armée. Enfin, quand on entend les Américains, ils disent la même chose, c'est-à-dire donner. Enfin, en réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est de pouvoir augmenter la production pour qu'on puisse à la fois satisfaire tout le monde. La réalité, c'est qu'on ne l'a pas pris ces décisions-là, en tout cas pour l'instant, et c'est une réalité, et encore une fois, pas que pour la France. Je parle avec beaucoup de militaires américains qui disent parfois la même chose, c'est-à-dire à un moment, il faut à la fois pouvoir répondre aux besoins pour l'Ukraine ou autres et aux besoins de notre armée, parce qu'il y a notamment, comme disait Michel Goya, cet aspect nucléaire pour ces pays-là. C'est une véritable... Enfin, il faut trancher. Maintenant, est-ce que demain, on va pouvoir faire les deux ? Ça serait ce qu'il y a de plus souhaitable. Bernard Guetta. Vous savez, il y avait eu la même discussion, pour ne pas dire la même polémique, en vérité, au moment de l'accélération des livraisons des Césars à l'Ukraine. Et là aussi, on avait entendu des militaires dire, pas vraiment publiquement, mais enfin dire ou faire dire, ah mais non, on n'en a plus pour nous, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire, on n'en a plus pour nous ? Parce que si on n'aide pas les Ukrainiens à se défendre, il nous faudra, à nous Français, beaucoup plus d'armes que nous n'en avons aujourd'hui, naturellement. Et puis, le deuxième point, la conclusion à tirer, c'est que nos chaînes de production en matière d'armement, à nous Français, mais à nous Européens d'une manière générale, sont beaucoup trop faibles aujourd'hui. La production de Rafale, en termes de rythme, est absolument ridicule aujourd'hui. Ridicule. Guillaume va vous interpeller, je crois. Non, mais c'est-à-dire que, d'abord, un point peut-être sur la production des Rafales. Effectivement, je crois que l'objectif Dassault, c'est de monter à 5 par mois, contre 2 l'année dernière et à peu près 3 en ce moment. Ils disent que la difficulté, c'est pas tant une montée en cadence de la production chez Dassault que des relations avec les sous-traitants. Parce qu'un Rafale, c'est aussi, comme une voiture, mais en puissance 100, aussi l'assemblage d'un certain nombre de produits très technologiques qui sont faits par des PME qui ne sont pas aujourd'hui dimensionnés pour pouvoir augmenter très largement la production. Et puis, sur le fond, quelle que soit la façon dont on prend le problème, on entend quand même sur ce plateau quotidiennement des officiers généraux de 2e section dire on doit rattraper 40 ans de retard, la France a touché les dividendes de la paix, il faut se préparer à un choc global, il faut augmenter le budget de la défense. Donc ça veut dire que les armes, on en a besoin, nous. Et là, on nous dit, mais on va fournir 100 Rafales aux Ukrainiens. C'est vrai que c'est un peu difficile à comprendre. C'est pour ça qu'à mon avis... Allez-y, Bernard Guetta. Mais nous, ça veut dire quoi, nous ? Nous, c'est pas uniquement les Français de France, de l'Hexagone. Nous, c'est les Européens. Vous savez, l'agression de Poutine
contre l'Ukraine n'est pas seulement dirigée contre l'Ukraine. Elle est dirigée contre nous tous, vous le savez aussi bien que moi. Oui, mais en l'occurrence, c'est l'armée de l'air française dit nous avons besoin de nos propres avions. C'est un enjeu, pardon, parce que c'est devenu presque un gros mot aujourd'hui, c'est un enjeu de souveraineté. Pardon, je vais juste terminer ma phrase. C'est-à-dire que c'est formidable d'aider nos alliés et il faut aider les Ukrainiens autant qu'on peut. Simplement, la première responsabilité, le premier devoir d'un chef d'État et d'une armée, c'est de défendre le territoire national et c'est de garder la maîtrise de l'outil. Donc, d'un point de vue très, très concret, tous ces rafales qu'on fournit en Ukraine, c'est des rafales que l'armée de l'air française n'a pas pour pouvoir défendre le pays et garder son autonomie stratégique. C'est un problème qui est beaucoup plus ancien, parce qu'effectivement, ce que dit Bernard Guetta est juste. La frontière de l'Ukraine, le front en Ukraine, c'est le nôtre. C'est l'Europe qui est là. La question est que nous avons fonctionné depuis des années sur un modèle militaire d'armée expéditionnaire et ce qu'on a appelé une armée échantillonnaire. C'est-à-dire, on faisait de tout un peu, mais très bien. La question aujourd'hui, depuis le début de l'agression russe en Ukraine, c'est que la guerre a changé de dimension. On est maintenant, aujourd'hui, dans une guerre d'attrition et une guerre où la masse compte à nouveau. Et nos industries ne sont pas prêtes à ça. Les Césars, avant le début de la guerre en Ukraine, on en produisait une quantité infime chaque année. Donc ce problème se posera et continuera à se poser sans arrêt. Et le drame, c'est que les deux ont raison. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on doit donner des armes à l'Ukraine, mais c'est vrai que l'inquiétude des militaires français de dire on a besoin d'avoir nos Rafales, on a besoin d'avoir en suffisance nos défenses, Mamba, missiles antimissiles, etc., etc., et juste, les deux sont vrais. La question, c'est de l'incapacité qu'on a eue jusqu'ici à changer de dimension au niveau de la production et de l'économie de guerre. Je pense surtout qu'on paye notre incapacité à voir un peu l'avenir, à préparer un petit peu l'avenir. En Corée du Sud, les chaînes de production, elles sont de l'industrie de l'armement, elles sont doublées. Elles sont prévues, c'est-à-dire qu'il y a l'État qui aide les entreprises en disant, voilà, si en cas de besoin, en cas de guerre, là où vous fabriquez 100 chars, ou vous fabriquez 2 avions, vous devez être capable tout de suite d'en fabriquer, ou très vite d'en fabriquer 4. Tout ça, on maintient des capacités de production, alors peu productives en temps de paix, mais qui, en temps de guerre, en cas de besoin, sont là. Mais ça a un coût, évidemment. De la même façon que garder des matériels un peu en stock, ça a un coût aussi. Ces coûts, on les a pas du tout anticipés. Moi, on a introduit le Rafale en 2006 dans l'armée de l'air, 2001 dans la marine, et on était, mais sans financer à l'époque. Je me rappelle la période où Dassault disait, voilà, écoutez, si vous m'achetez pas, si la France n'achète pas 10 Rafales dans l'année, on sera très mal. Et on n'avait pas les moyens d'en financer plus. C'était à ce moment-là qu'il fallait mettre le paquet. Et là, oui, effectivement, le général Bélanger dirait, écoutez, voilà, je suis équipé complet Rafale, on aurait pu. On aurait pu, on l'a pas fait. Donc on vient de se demander si on a... On paye toujours et encore ces années de crise budgétaire, ces années de non-anticipation, on va dire ça comme ça. Alors là, on vient de se demander si on a les moyens militairement d'assumer ces intentions. Est-ce que nous avons les moyens financièrement? Comment allons-nous financer ces intentions? Regardez encore ce titre du Monde. La promesse de vente de Rafale à Kiev, une annonce forte au financement très incertain. Et effectivement, Bernard Guetta, on parle à ce stade de lettre d'intention. Le financement, il est très loin d'être gagné. On va écouter Emmanuel Macron, je me permets, sur le sujet, et vous me direz si vous avez compris, parce que moi, j'en suis pas tout à fait certaine. Alors, regardez. C'était le but. Comment nous finançons notre soutien à l'Ukraine? Nous le finançons avec pour partie nos contributions propres, c'est dans la loi de programmation militaire, avec les instruments que nous déployons au niveau européen. Par exemple, les bombes guidées que j'évoquais sont financées avec la Facilité européenne de paix. Nous avons négocié en européen. Et là, nous avons des nouveaux programmes. Le programme dit SAFE, auquel nous avons réservé une préférence européenne. Nous avons le programme dit ERA, qui a été conçu avec les intérêts tirés des avoirs gelés russes au niveau du G7, qui permet aussi de financer des capacités militaires. Et les financements qu'on va dégager au niveau européen doivent être mobilisés là-dessus. Alors. Je comprends qu'on ne comprenne pas, mais je crois qu'on ne comprend pas pour une raison très simple. C'est qu'on ignore, en France, comme dans les autres pays européens d'ailleurs, la dynamique très forte qui s'est mise en place depuis 2 ans au niveau de l'Union européenne pour le financement d'un effort militaire, d'un effort de défense commun. Et il y a des fonds qui sont débloqués, ils sont
totalement insuffisants à mes yeux, mais de plus en plus nombreux. Et donc, quand le président dit il y a une part de financement franco-français, uniquement français, mais il y a aussi une part, et elle sera beaucoup plus importante, une part de financement commun européen, qui permettra à l'Ukraine de payer... Oui. Beaucoup sur ce plateau aujourd'hui émettaient des doutes justement sur l'engagement de partenaires européens pour des raisons très concrètes et de concurrence. C'est qu'il y a beaucoup de pays européens qui ont leurs propres avions et qui n'auraient pas forcément envie de financer la concurrence, le Rafale français par exemple. Est-ce que c'est garanti? Est-ce qu'Emmanuel Macron aujourd'hui peut regarder les Français droit dans les yeux et dire « mais je vais l'avoir mon financement avec les partenaires européens » ? Mais écoutez, s'il n'a pas le financement, de toute manière, il n'y aura pas vente, bien entendu, puisque les Ukrainiens ne pourraient pas. Mais regardez ce qui est en train de se passer. Évidemment qu'il y a des tensions, évidemment qu'il y a des concurrences. C'est tout à fait normal, en tout cas, c'est absolument inévitable. Mais d'un autre côté, les Suédois vendent un paquet d'avions à l'Ukraine. Nous allons vendre un paquet d'avions à l'Ukraine. Chacun des pays européens a sa spécificité et vend des armements différents, pas seulement des avions. Et il y a aujourd'hui, petit à petit, une cohérence de l'effort d'armement de l'Ukraine au niveau européen, tout simplement avec une loi. Chacun apporte ce qu'il peut apporter. Chacun apporte ce en quoi il est meilleur. Et évidemment que les Français sont les meilleurs de très très loin, et pas seulement en Europe, dans l'aviation avec le Rafale. Bon, les Allemands sont, je crois, un peu plus forts pour ce qui est des chars, si je ne me trompe pas. Bon, voilà. Donc chacun sa spécificité. Exactement. Et colonel, pardon, j'ai tendu l'oreille, je ne suis pas sûre. Comment vous avez dit les Américains? Non, je blaguais. Alors, mais justement, oui, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. C'était quoi, justement? Mais les Américains disent OK, nous, on fournit de matériel aux Ukrainiens à condition que les Européens l'achètent. Si les Américains voulaient vraiment faire un effort pour aider l'Ukraine, ils pourraient dire OK, allez, on vous aide à financer l'armement de l'Ukraine. Mais c'est de la science-fiction, c'était un joke. Mais la vraie question par rapport à ce que disait le président, c'est que il y a effectivement l'utilisation des intérêts des avoirs russes, qui a déjà été actée par le G7, mais la vraie question qui se pose toujours est celle du reste des avoirs russes, c'est-à-dire les quasiment 300 milliards qu'il y a d'euros chez Euroclear, qui sont les avoirs russes, dont 140 appartiennent à la Banque centrale. Donc toute l'idée aujourd'hui est de dire on ne va pas les confisquer parce que ce serait illégal, ça créerait un précédent, ça décrédibiliserait l'Europe au niveau de l'euro, mais c'est l'idée de baser là-dessus un prêt comme avance sur de futurs dédommagements de guerre que paierait la Russie un jour, et si elle ne les paierait pas, cet argent serait confisqué. Donc il y a tout ce mécanisme. L'enjeu, c'est 140 milliards. C'est quand Emmanuel Macron dit, et d'autres financements européens, le flou, etc., c'est de ça qu'il parle. La vraie question là-dessus aujourd'hui, c'est que le pays directement concerné au niveau de l'Europe, qui est la Belgique, Euroclear, est basé à Bruxelles, n'est pas très chaude à l'idée de se retrouver toute seule en première ligne face à une Russie qui risque d'être très 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 méchante si de fait on utilise les avoirs russes. Et c'est là la question qu'il s'agit pour l'Europe d'arriver à trouver un compromis qui permette de débloquer ces fonds. C'est très clair. Guillaume, je me tourne vers vous parce que ces derniers temps, on a passé beaucoup de temps sur ce plateau à parler du budget français. N'est-ce pas? Et est-ce que vous faites partie de ceux qui estiment que on explique à longueur de journée qu'on n'a plus d'argent, qu'on n'a plus de sous, et donc en réalité on n'a pas les moyens cette fois budgétaires, d'assumer ces fameuses intentions? C'est vrai que lorsque on entendait Emmanuel Macron à l'instant commencer par dire que la France allait contribuer à financement de ces livraisons d'avions grâce à la loi de programmation militaire, en principe, elle n'est pas prévue pour ça. La loi de programmation militaire, elle est prévue pour financer l'armée française. Je pense qu'on ne pourra pas aller beaucoup plus loin que la quantité d'armement que nous fournissons actuellement. Mais pour autant, il est vrai que l'Europe est en train de prendre conscience collectivement qu'elle va devoir assurer sa propre défense dans la mesure où les Américains ont de plus en plus velléité de se retirer sur leur zone d'influence et de nous laisser nous débrouiller tout seuls. Or, en Europe, il y a de l'argent mobilisable.
Et en Europe, il y a un grand fabricant d'avions qui est la France. Donc, en quelque sorte, Emmanuel Macron, il provoque le destin. Il dit, affichons le projet et les autres seront bien obligés de suivre. Et encore une fois, c'est pas forcément illusoire, dans la mesure où il y a ce besoin de construire une défense européenne, et il y a des pays qui sont plus proches que nous de l'Ukraine. Évidemment, je pense à la Pologne ou je pense même à l'Allemagne, à qui on pourrait dire, écoutez, voilà, c'est d'abord vous qu'on protège, parce que vous êtes plus près du front, donc vous pouvez participer. Et dans le passé, ça s'est fait, ce genre de choses. L'Europe a financé, par exemple, le plan des vaccins contre le Covid. Ce ne serait pas idiot de mobiliser de l'argent pour ça. Allez, je vais vous poser une question ultra simpliste, et vous allez me dire, ça ne marche pas du tout comme ça, Amélie Carrouer, mais comme ça, ce sera fait. On a tendance à se dire, mais en même temps, ça va nous rapporter de l'argent. On parle de contrats, plusieurs milliards, 130 millions par avion avec l'équipement, c'est 13 milliards donc pour 100 Rafales, donc ça c'est sans compter donc tout le reste. Est-ce qu'il faut se dire dans nos calculs, oui, mais ça va nous rapporter énormément. 15 milliards qui vont arriver en France, voilà, qui vont ruisseler sur Dassault, les sous-traitants dont on parlait, etc. Donc il faut voir qu'il y aura un retour, y compris un retour budgétaire, parce que ces gens-là payent des impôts sur les sociétés, donc ça va revenir. En réalité, c'est une affaire, même si on en paye le Français une partie, c'est une affaire qui est rentable en réalité de point de vue budgétaire. Vous savez, il s'est joué deux choses aujourd'hui. Ouais. Il s'est joué un soutien de la France immédiat pour les mois qui viennent, ou l'année, ou les 18 mois qui viennent, disons. Mais il s'est joué une chose sans doute encore beaucoup plus importante. C'est que la France est en train de devenir le principal fournisseur d'armes de l'Ukraine, qui va être l'une des toutes premières puissances militaires de l'Union européenne. C'est-à-dire que la France va être la puissance militaire de la renaissance en matière d'armement de nos pays. Et c'est un investissement incroyablement porteur. Un investissement incroyablement porteur dans le domaine industriel, dans le domaine financier, parce que ça rapporte de l'argent, mais dans le domaine politique et diplomatique. Nous prenons une option formidable au cœur de l'Europe dans la construction de la défense commune. C'est une chose absolument capitale. Ce n'est pas du tout de l'argent qu'on jette par les fenêtres, bien au contraire. Je voudrais qu'on voit une image, je le demande à Audrey Chabaille, formidable en régie, je voudrais qu'on regarde à nouveau cette fameuse image d'Emmanuel Macron avec Volodymyr Zelensky, avec Vélizy Villacoublay sur le tarmac avec le Rafale, le décorum était parfait. Là maintenant, je voudrais qu'on se demande quel est le message envoyé à Poutine. Est-ce que c'est un geste de défi? Est-ce que cette image, par sa seule existence, est un geste de défi adressé à Poutine? Non, c'est pas un geste de défi, c'est de lui dire tu nous prends pour des lavettes. Parce que c'est le cas. Poutine nous prend pour des lavettes. Des gens incapables de faire quoi que ce soit, des trouillards cachés derrière leurs petits doigts, etc. On est en train de lui dire, nous les Français, mais pas seulement nous les Français, l'ensemble des Européens, à l'exception du petit monsieur Orban, on est en train de lui dire, mais non seulement on soutient l'Ukraine, mais on continue à la soutenir alors même que les États-Unis la lâchent et la trahissent et nous trahissent. Le message est très fort. Le message est très fort. Quand on dit là, sur 10 ans, parce que c'est sur 10 ans, on peut aller jusqu'à la livraison de 100 Rafales, le message pour Poutine est très fort. Ça veut dire sur 10 ans, on te tient tête. La dimension politique de Guillaume Roquette va intervenir là tout de suite dans cette réflexion-là. Quel est le message politique et géopolitique, mais envoyé par Emmanuel Macron, Zelensky, sur ce tarmac? Est-ce que c'est un cap franchi, malgré tout? Je suis pas certain. Je pense que c'est une annonce politique forte, mais est-ce que ça bouleverse le cours de la guerre? J'en suis pas sûr. D'abord, je trouve que c'est un peu rapide de dire que on se substitue aux Américains qui sont en train de lâcher les Ukrainiens. Les Américains continuent à fournir du matériel aux Ukrainiens, du matériel militaire. Simplement, la différence avec ce qui se passait sous M. Biden, c'est que c'est nous qui payons. M. Trump est assez intelligent. Il arrive à la fois à vendre son équipement et pas à le faire payer par les contribuables américains. On semble avoir un peu plus de difficultés, nous, de notre côté. Alors, on peut dire que c'est parce qu'on est davantage concernés, mais il y a déjà, je crois, aujourd'hui, une trentaine, entre 30 et 40 avions occidentaux qui sont présents en Ukraine.
Alors certes, ils empêchent les Russes d'aller plus loin, mais ils ne changent pas le cours de la guerre. Et sachant qu'on ne pourra pas fournir ces avions avant un délai important, peut-être plusieurs années, je ne pense pas que Vladimir Poutine soit réveillé ce matin, ou plutôt ait pris son déjeuner en disant « Oh là là, ça y est, on a perdu la guerre contre l'Ukraine ». En tout cas, vous le savez, beaucoup se disent « Mais quelle réaction russe si la France se place au premier rang des soutiens de Kiev? Est-ce que nous serons plus que jamais une cible ?» En tout cas, hier sur cette antenne, à nouveau, la mise en garde de Dominique de Villepin qui nous dit « Nous ne devons pas rentrer dans la guerre ». Regardez. Sa posture de chef de guerre n'est pas d'aujourd'hui, elle est ancienne. Là, je crois qu'il y a une ligne qui ne doit pas être franchie. Nous ne devons pas rentrer dans la guerre, mais bien tout faire pour que cette guerre reste cantonnée. Mais comme nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une guerre qui se déroulerait comme cela de façon illimitée, eh bien nous devons agir pour que, par la négociation, par la diplomatie, eh bien les choses puissent être renversées. Et ça, c'est tout le sens de la relation entre l'Union européenne et les États-Unis. Nous sommes par trop passifs, nous ne pesons pas suffisamment. Alors, je vous en ai tous soufflé, je le sais, mais Elisabeth, je veux vous entendre. Vous avez tous réagi vivement quand on écoutait Dominique de Villepin. Vous aurez tous la parole pour en reparler. Elisabeth, est-ce qu'à l'issue de cette journée, la France a franchi un pas supplémentaire dans la direction de la guerre? Alors, juste par rapport à ce que dit Dominique de Villepin, les Russes nous attaquent déjà dans l'ingérence, dans un certain nombre d'éléments en Europe qui ne sont pas sur le sol ukrainien, mais sur notre sol. Que ça ne soit pas la guerre conventionnelle, mais quelque chose en dessous de la guerre, soit, mais c'est quand même très important. C'est les Russes qui nous attaquent, pas nous qui attaquons la Russie. Je pense qu'il faut le dire. Et puis, je rappelle quand même qu'on a à la fois l'OTAN et l'Union européenne et que les Russes quand même menacent assez régulièrement les cieux, les sols de nos partenaires et que l'Ukraine est entre nous et les Russes. Donc il faut quand même prendre ça en compte. C'est pas comme si on s'est réveillé un jour, on a dit on va escalader la situation avec les Russes. Non, moi je pense que le président a pris une décision, mais qui va dans la lignée des décisions qui ont été prises en disant on est suffisamment fort. Les Russes nous ont beaucoup testé. À un moment, il faut aussi montrer qu'on est capable de tenir tête. C'est pas une escalade. Après, on est dans un pays où, pour des raisons de politique nationale, il y a un certain nombre de personnes. On peut dire qu'ils sont capitulardes, on peut dire qu'ils sont pro-russes. Vous choisissez le mot que vous souhaitez, mais très clairement, ils sont dans une lignée qui n'est pas d'être pro-européen et pro la défense de l'Europe. Il y a des mots forts, la capitulard. Vous avez réagi vivement, Bernard Guetta. Moi, je n'ai pas dit capitulard, mais je vous dirais tout simplement une chose. Si Dominique de Villepin était sur ce plateau, je dirais, mais enfin, mon cher Dominique, comment est-ce qu'on cantonne la guerre sans donner les moyens aux Ukrainiens de riposter à l'agression? Qu'est-ce que ça veut dire? On cantonne la guerre en priant, en disant c'est pas bien la guerre. Ben non, on résiste. On résiste. Et résister, ça ne signifie pas devenir co-belligérant. Parce que co-belligérant, ça veut dire envoyer des troupes sur le terrain. Mais ça, non. Il n'en est pas question. Jamais le président de la République ne l'a proposé. Je ne lui conseillerais pas de le proposer. Mais en revanche, nous impliquer dans la résistance de l'Ukraine à l'agression russe, mais nous ne faisons que ça depuis le début de cette agression. Nous, pas seulement nous les Français, nous les Européens, nous tous. Et nous avons bien raison de le faire, parce que si nous ne l'avions pas fait, je vais vous dire pourquoi nous avons bien raison de le faire. Parce que si nous ne l'avions pas fait, il y aurait déjà des troupes russes dans les 3 pays baltes et après-demain à la frontière orientale de la Pologne. Ceux qui craignent une réaction de Poutine, que la France soit sanctionnée un peu plus en premier lieu, parce qu'elle s'affiche toujours plus aux côtés de, je vais jusqu'au bout de la question, aux côtés de Kiev, à ceux qui pensent que nous devons craindre une réaction de Poutine, vous leur dites quoi encore une fois? Ce risque est réel. La Russie nous fait déjà la guerre, comme l'avait dit d'ailleurs Emmanuel Macron. Elle existe, cette guerre. C'est une guerre hybride. Ce sont des manipulations comme les mains rouges sur le mémorial de la Shoah pour créer des clivages, attiser les tensions internes. La Russie nous fait déjà la guerre, cette guerre hybride dans le cyberespace, la cyberpiraterie. Les drones, elle a commencé. En Afrique. En Afrique. Là, ce que l'on montre... Mais il y a des gens qui n'ont pas envie de ça. Ce que l'on montre, c'est que d'abord, nous sommes cohérents avec nos engagements. On ne peut pas dire, depuis le début de cette guerre, que l'Ukraine fait partie de l'Europe, qu'elle intégrera un jour l'Europe, que c'est notre frontière qui se joue là, et ne pas assumer ensuite les conséquences de nos engagements. Cela montre aussi que nous sommes conscients de ce combien la résistance ukrainienne, avec le sang versé
Ce qui se passe à Pokrovsk aujourd'hui nous oblige, parce que les Ukrainiens, par leur sacrifice, nous achètent du temps. Le temps de constituer, aussi vite que nous le pouvons, une industrie d'armement, etc., etc. Donc on est parfaitement cohérent en ça. On dit à Poutine clairement, on a choisi notre camp. La voix du militaire. Si Dominique de Villepin était là en plateau face à vous, vous lui diriez quoi? Qu'il enfonce un certain nombre de portes ouvertes, voire des portes vides. Non, bien sûr que nous ne voulons pas faire la guerre. Non, alors, moi, je pense que je déteste l'expression guerre hybride. En fait, justement, ce n'est pas la guerre. C'est un seuil en dessous de la guerre. La guerre, c'est quand on combat, quand on se bat, quand il y a des morts, quand on s'affronte directement. Et même s'il y a des troupes, d'ailleurs, en Ukraine, même s'il y a des soldats français en Ukraine, on ne sera pas forcément en guerre contre la Russie. Donc, il faut bien rester sous ce seuil. Et la France n'a absolument aucune intention de franchir ce seuil de la guerre. S'il doit y avoir la guerre, ce sera la Russie qui la provoquera. Voilà. Et puis, je ne sais plus. Allez-y, Guillaume, reprenez le fil. Et puis en plus, on a du boulot après. Oh, okay. Oui, pour faire simple, entrer en guerre, ça voudrait dire que les Rafales français soient pilotés par des pilotes français contre les Russes. Et ça, il n'en est pas question. C'est un élément qu'on n'a pas encore abordé, mais c'est aussi pour ça qu'à mon avis, on n'est pas prêt de les voir voler en Ukraine, les Rafales, parce qu'il va falloir former les pilotes. 4 ans, vous disiez. C'est pas la même génération. Ça dépend déjà de leur niveau de formation, mais voilà. Ça fait des années. En fait, ça, Dominique de Villepin le sait très bien. La vérité, c'est qu'il fait de la politique et qu'il y a un certain nombre de gens, notamment très à gauche et très à droite, pour qui, moins on s'engage en Ukraine et mieux c'est. Et or, on sait que Dominique de Villepin, à tort ou à raison, estime qu'il peut compter sur ce réservoir de voix-là dans des prochaines échéances électorales. Je pense que c'est plus des propos de responsables politiques que des propos de stratèges. Ça revient au colonel. Et après, on peut dire on dit responsable politique. Non, mais négocier, d'accord. Il faut pas escalader. Il faut négocier, d'accord. Mais on fait comment pour négocier? On fait comment pour imposer à Vladimir, quelqu'un qui ne veut pas faire la paix? Comment on fait pour lui imposer la paix? Alors, je voudrais qu'on ne prenne pas plus de temps parce qu'il y a Gwendoline de Bono qui nous attend sur le terrain et c'est précieux. Le front est-il en train de craquer? Voilà la question qu'on va se poser maintenant. On va vous parler de Pokrovsk dans un instant, mais grâce à Gwendoline, on va vous emmener plus au sud-ouest, là où, eh bien, selon Gwendoline que vous avez vu à l'écran, je reprends vos mots Gwendoline, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes en direct de Kiev. Vous avez passé 48 heures sur le front de Zaporizhzhia et vous dites aujourd'hui pour la première fois que vous voyez un craquement du côté du front ukrainien. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Oui, merci. Effectivement, oui, j'ai passé 48 heures sur ce secteur de Zaporizhzhia et c'est assez clair qu'il y a un craquement du front. Alors quand je dis un craquement, c'est-à-dire que eh bien, certains jours, vous avez des forces russes qui avancent de 5-6 km² avec moi, quelque chose que je n'avais pas vu depuis assez longtemps, c'est-à-dire qu'il y a des portions de terrain, pas nécessairement immenses, mais tout de même des portions de terrain qui sont prises sans combat par les forces russes. Alors c'est un vrai craquement, c'est pas un effondrement, dans le sens où un effondrement, c'est ce qu'on avait vu dans la région de Kharkiv, souvenez-vous, en 2022, quand là les forces russes ont dû partir. C'est pas encore ça qui se passe, mais quand vous discutez avec les commandants, ils vous disent que s'il n'y a pas une réaction rapide de l'état-major sur ce front sud, effectivement, ça pourra mener à un effondrement. Alors moi, j'étais avec une unité qui s'apparente aux forces spéciales, donc eux, ils ont été envoyés très rapidement sur ce secteur de Zaporizhzhia pour jouer un petit peu les pompiers. Donc ils ont dû positionner leurs hommes dans 2 villages. Alors là, quand je dis positionner les hommes, en fait, dans les villages, vous avez une maison qui est tenue par 2-3 soldats ukrainiens. La maison d'à côté, elle est tenue par 2-3 soldats russes et ainsi de suite. Donc tout est complètement mélangé. Cette zone en Ukraine, on l'appelle la kill zone, la zone de la mort, parce que c'est très visible. Par exemple, quand vous êtes au PC de commandement, en fait, elle est contrôlée par drone 24 heures sur 24. Les militaires ont un terme qui s'appelle le temps d'impunité, c'est-à-dire le temps entre lequel vous êtes repéré où une frappe arrive. En Ukraine, dans cette zone-là, précisément, c'est 2 minutes. C'est-à-dire que si vous êtes un soldat ukrainien, que vous fermez la porte de votre maison, qu'un drone de reconnaissance russe vous voit, et bien 2 minutes plus tard, une frappe de drone kamikaze arrive. Donc c'est des conditions qui sont extrêmement compliqué. Quand j'étais avec eux, il y a eu 2 blessés graves un matin. Là, c'est pareil, il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. C'est une opération spéciale pour les sortir, parce que c'est impossible d'aller évacuer des blessés dans cette zone de la mort. Là, ça a pris tout de même 24 heures. Enfin, la planification est
est hallucinante. Et puis en attendant, c'est au soldat valide à côté de son camarade de gérer son copain qui a plus de jambes, de le stabiliser un petit peu comme il peut. Donc c'est ça les conditions aujourd'hui pour les soldats ukrainiens dans ce secteur de Zaporijjia, avec des forces russes qui, dès qu'il y a du brouillard, repassent à l'assaut. Alors ils meurent beaucoup, mais tout de même ça passe. Donc c'est extrêmement difficile à gérer pour les commandants. Toutefois, ce qui est assez frappant, c'est que malgré cette rudesse du front, les 2 soldats blessés dont je vous parlais ont pu être évacués, il se trouve 24 heures plus tard. Alors ils ont été, l'un d'eux a été amputé des 2 jambes directement sur le front, et malgré ça vous avez leurs camarades qui voient ça, vous discutez avec eux après, et leur morale est pas du tout mauvais. Ils sont quand même toujours très déterminés. J'ai posé la question, c'était assez touchant à un sous-officier, je lui ai dit mais qu'est-ce qui vous fait garder votre motivation, et il m'a dit c'est assez simple, si nous on le fait pas, qui le fera? C'est précieux de vous entendre, Gwendoline de Bono, avec Vincent Martin. Merci tout d'abord pour votre récit. On reste ensemble, et puis c'est l'occasion de saluer une nouvelle fois votre travail, à tous les deux sur le terrain. Mais on reste ensemble, je l'ai dit encore une fois, on continue de parler de ce qui se passe sur le front, parce que c'est bien là l'essentiel, à la fin. Colonel, on va regarder une image. On reste du côté de Zaporijjia pour commencer. Oui. Regardez cette image-là, on n'en a pas beaucoup. Nous sommes à Rivnopia, et ce village vient d'être repris par les Russes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se joue dans cette région très précisément ? Alors, on est dans un secteur du front, je ne sais pas si on verra la carte par la suite, mais on est dans un secteur du front qui jusque-là était plutôt stable. C'était de cette région du front qui était partie l'offensive ukrainienne à l'été 2023, qui avait échoué. Voilà. La carte. Donc là, on voit c'est cette région ici, de la province de Zaporijjia, qui est coupée en 2 en réalité. On est dans le secteur de Lipola. Pendant l'offensive de 2023 de ukrainien, il y avait deux secteurs, il y avait 2 bases, Orikiv et ici, et Uliapole, qui était ici, qui étaient les bases de départ des Ukrainiens. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est que, selon la méthode habituelle russe, il y a du grignotage qui se fait, et les Russes sont en train d'investir, on appelle ça, petit à petit, d'encercler cette zone, avec toujours la possibilité, au bout d'un moment, de complètement harcelé par les drones tous les axes de communication. Et donc ça devient difficile avec cette particularité, c'est que les Ukrainiens, en termes militaires, ils manquent de réserve, ils manquent de brigades de réserve. Quand on commence à envoyer les forces spéciales quelque part, c'est qu'on manque d'unités de réserve. Et c'est pourquoi ? Parce que ces réserves, elles sont où ? Elles sont à Pokrovsk en particulier. Et donc vous avez, il en manque pour défendre le reste du front. Et voilà. Et donc tout ça est très lent. C'est toujours du grignotage. On est sur la ligne de contact. Il faut imaginer que sur 10 km de part et d'autre, vous avez un ciel qui est couvert de drones. C'est ce qu'on appelle la zone de la mort ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la zone, si vous êtes une zone de mort, c'est un endroit où si vous prenez pas de mesures particulières, à la fin de la journée, vous êtes tué ou blessé. Vous êtes tué, oui, c'est ça, ou blessé grièvement. Et donc ça rend les choses toujours très difficiles, très compliquées. Le combat, Gwendoline l'évoquait, c'est maintenant des petites équipes, c'est 2-3 hommes de part et d'autre qui s'infiltrent, qui se battent, qui sont dans des trous. C'est un immense échiquier survolé de drones et de plus en plus d'ailleurs de robots au sol. Sur la carte, là à l'instant, vous avez vu Zaporijjia et on va vous parler également de Pokrovsk. Il faut s'arrêter sur ce qui se passe du côté de Pokrovsk. Et là, je retourne vers vous, Gwendoline de Bono, un instant. Gwendoline, je vous ai écouté avec attention ce matin et vous disiez que selon vous, Pokrovsk était déjà tombé, que la ville était déjà contrôlée par les forces russes, c'est ça ? Oui, alors c'est plus selon les commandants avec qui je discute que selon moi, mais en fait, dans les faits, ce qu'ils disent, c'est assez clair, c'est que la ville en elle-même de Pokrovsk, oui, elle est contrôlée par les forces russes. En fait, si vous voulez, au mieux, vous avez une petite zone grise dans le nord de la ville de Pokrovsk, où là, il y a encore des positions ukrainiennes, mais il y a aussi des positions russes, mais on parle de même pas 10% de Pokrovsk. Donc factuellement, oui, la ville, elle est sous contrôle russe. Alors c'est vrai qu'il y a des Ukrainiens qui se battent encore dans l'agglomération de Pokrovsk, dans cette ville notamment qui s'appelle Mirnograd, mais il y a un couloir de sortie qui est très petit, qui est en train de se refermer. Pokrovsk, il ne faut pas imaginer qu'il soit possible maintenant pour l'état-major de dire on organise un retrait tactique en bonne et due forme avec des soldats qui sortent. C'est trop tard pour ça. Donc il y a des soldats ukrainiens qui commencent à évacuer le sud de cette poche. On verra ce qui se passe ensuite. Mais si vous voulez, la décision de l'état-major de continuer à combattre à Pokrovsk, c'est essentiellement pour détruire le plus de matériel russe possible, pour détruire le plus de soldats russes possible. Et ça énerve un peu les commandants sur les autres secteurs, parce que ce qu'on disait sur Zaporijjia, pour eux, en fait, la défense sud, elle a été
ignoré, négligé au profit de Pokrovsk. Et c'est là où les commandants ne comprennent pas. Parce que avoir une ville comme Zaporijjia qui peut se retrouver, c'est ce qu'ils disent, dans quelques mois, sous l'artillerie russe, c'est quand même un problème. Et surtout pour les commandants, le plan russe, là, il est assez clair, c'est d'avancer en parallèle de cette ville de Zaporijjia pour pousser le plus vite possible vers une ville qui s'appelle Pavlograd. Et là, c'est un autre gros problème pour l'Ukraine, parce que Pavlograd, c'est entre Pokrovsk et Dnipro, qui est quand même une très grande ville. Et là, ça va placer l'Ukraine dans un certain nombre de problèmes. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques sur cette décision de l'état-major qui est de s'entêter dans cette ville de Pokrovsk, qui est de facto aujourd'hui sous contrôle russe. On reste ensemble encore une fois. Merci Gwendoline avec Vincent Wartner. Colonel, on s'arrête encore une fois ensemble aussi sur cette situation du côté de Pokrovsk, qu'on regarde vraiment quasiment minute par minute de très très près. C'est très compliqué. Oui, alors les Ukrainiens ont souvent du mal à se replier à temps. C'était le cas même assez récemment à Soudia, lorsqu'ils étaient dans la province de Kursk russe. Ils ont tenu, puis finalement ils ont été obligés de se replier en catastrophe. C'était le cas à Bakhmout, c'était le cas avant à Severodonetsk. Voilà, ils ont du mal. Alors ça peut se comprendre, à lâcher le terrain, mais il arrive des moments où on se retrouve dans une situation très compliquée, voire un piège. Et donc là, je pense que les Ukrainiens ont acté admis le fait qu'ils avaient perdu Pokrovsk. Maintenant, la manœuvre consiste à essayer de se replier en ayant le moins de pertes et de dégâts possibles. Donc ils ont attaqué à nouveau, donc de part et d'autre, pour essayer de dégager un petit peu, et afin de pouvoir se replier tous ceux qui sont, par exemple, au fond de cette poche, et qui sont pris de tous les côtés. Mais il faut bien comprendre que l'axe de communication qui sort de cette poche, il est pris lui-même sous le tir des drones en permanence. Donc ils sont harcelés en permanence. Donc la situation devient très compliquée. C'est désormais un piège dont les Ukrainiens ont un peu de mal à se sortir. Et voilà, tout l'enjeu, il est là en réalité, c'est comment on arrive à se dégager de ça sans perdre trop d'hommes. Trop d'hommes expérimentés sur le terrain. Merci beaucoup, colonel. Est-ce que les Russes gagnent plus de terrain par jour que tout ce que l'on a vu les années précédentes? J'aimerais qu'on comprenne ou qu'on fasse comprendre à tous les spectateurs à quel point Poutine est dans une logique très puissante actuellement sur le terrain. Alors, il est dans une logique puissante. Il faut pas oublier. Enfin, littéralement, si les Ukrainiens arrêtent de se battre, ils vont perdre leur pays. Mais pour les Russes, pour Poutine, s'il arrête de se battre, et on l'a vu, il refuse de négocier, même si Donald Trump lui a donné à peu près tout ce qu'il aurait voulu pour négocier, c'est qu'il y a une raison. C'est-à-dire que demain, si la guerre s'arrête, même pour les Russes, pour Poutine, ça peut sonner la fin de son mandat, de son régime, et même il y a des questions économiques, entre autres. Donc pour lui, c'est demande maximaliste. Je me souviens de Marco Rubio qui avait dit, en fin de compte, on comprend ce qu'ils veulent toujours autant de l'Ukraine. On est à 4 ans des guerres, presque, ils l'ont pas eu. Donc effectivement, aujourd'hui, ils gagnent plus les petits villages, Pokrovsk. Ça fait quand même, si j'ai bien compté, 21 mois ou 18 mois. 21. Plus de 21. Plus de 21 mois quand on parle de la chute de Pokrovsk. Donc il faut quand même tout relativiser, mais il faut comprendre qu'autant nous, on comprend la résilience des Ukrainiens, aujourd'hui, Poutine, et par définition, ces soldats qui sont obligés d'aller se battre, se battent jusqu'au bout. Je lisais un article du Monde, super, encore une fois, qui chutait en disant le risque avec la chute de Pokrovsk, justement, c'est d'alimenter l'idée de tous ceux qui pensent que les dés sont jetés en réalité, que tout ce qu'on fait ne sert à rien. Vous savez, il faudrait arrêter d'avoir cette idée totalement absurde, parce que ce n'est pas parce qu'il y a une avancée russe aujourd'hui, certaines, indiscutables, même une double avancée russe. Mais quand je lis votre bandeau, on dit le front ukrainien au bord de l'effondrement, point d'interrogation. Non, il n'y a pas du tout de danger d'effondrement du front ukrainien. Il y a un danger absolument réel, et il est très préoccupant, de recul des Ukrainiens sur 2 points du front. 2 points importants. C'est pas une petite affaire. Mais de là à parler d'un effondrement du front ukrainien, non. Alors, absolument pas. Pourquoi ? Parce que
pour une raison très simple, c'est que la situation de Poutine en Russie aujourd'hui, la situation économique et même politique n'est pas si brillante que cela. L'armée russe a de plus en plus de mal à recruter malgré les primes invraisemblables qu'ils offrent aux militaires. La situation économique est mauvaise. Il y a un arrêt total de la croissance artificielle qui avait été lancée, suscitée par le réarmement. Non, maintenant, c'est fini. Et que fait Poutine ? Deux choses. Évidemment, il met le paquet sur le front, mais il met le paquet contre la population ukrainienne afin d'essayer de casser le moral du pays. Pourquoi est-ce qu'il veut priver l'Ukraine, parce que c'est son objectif, de chauffage pendant tout l'hiver, un pays où il fait couramment moins 10, moins 15, moins 20 ? Pourquoi il veut le priver de chauffage ? Tout simplement pour essayer de détourner la population de l'esprit de résistance. Justement, on retourne en Ukraine pour vous retrouver, Gwendoline Debono. Encore une fois, en vous écoutant aujourd'hui, je vous ai entendu dire que la période n'avait jamais été aussi risquée pour l'Ukraine. Alors, dites-vous, vous aussi, que non, il n'y a pas de danger d'effondrement ukrainien aujourd'hui ? Encore une fois, l'effondrement, c'est ce qui s'est passé pour les Russes à Kharkiv. C'est-à-dire que dans la région de Kharkiv en 2022, c'est-à-dire que là, effectivement, tout s'effondre, on perd des pans entiers de territoire. C'est pas ce qui arrive en ce moment en Ukraine. Après, que ce soit pas un risque, je ne suis pas sûre, dans le sens où les commandants ukrainiens eux-mêmes estiment que c'est un risque, parce qu'ils doivent se battre dans de plus en plus d'endroits. Il y a Pokrovsk, mais il y a aussi Kupiansk, qui est quand même une ville importante dans le nord. Il y a Zaporizhzhia qui est menacée, il faut quand même se battre, ou l'Épolé qui est menacé d'encerclement. Il y a quand même beaucoup de points qui nécessitent des réserves, des hommes, et ça, l'Ukraine n'a pas recruté assez d'hommes depuis 3 ans. Ça, c'est un problème. Vraiment, littéralement, toutes les unités vous disent qu'elles n'ont pas assez d'hommes. Enfin, ça, c'est un problème assez flagrant. Ensuite, il y a un deuxième point important qui pose problème aux Ukrainiens et qu'ils essayent de régler, parce qu'il y a quand même des mesures qui sont prises. Effectivement, les dés sont absolument loin d'être jetés, mais c'est le bond technologique qu'a fait l'armée russe, et notamment il y a une unité dont tout le monde vous parle en Ukraine, qui est une unité de dronistes d'élite qui s'appelle Rubicon, et dès que cette unité-là russe, elle est déployée sur un front, elle pose beaucoup de problèmes aux Ukrainiens pour diverses raisons, parce que elle se concentre sur la destruction des voies logistiques et de toute la logistique ukrainienne. Elle fait ça très méthodiquement, elle concentre ses efforts, ses hommes et ses moyens, et elle en a de plus en plus sur la destruction de la logistique ukrainienne, et ça, c'est un vrai souci que les Ukrainiens sont en train d'essayer de gérer maintenant. Et puis après, il y a des vraies urgences. On sent quand même qu'il y a un problème financier en Ukraine en ce moment, vers les unités qui font pas mal de collectes et tout ça, mais ça, c'est pareil, tout le monde dit que c'est de plus en plus difficile de gérer ce souci. Et puis voilà, les Russes sont capables de produire de la masse sur le secteur de Zaporizhzhia. Un des gros problèmes, sans trop rentrer dans les détails, c'est qu'il n'y a pas du tout assez de drones à fibre optique, qui sont des drones qui ne peuvent pas être brouillés, donc qui sont très importants. Alors un peu moins efficaces en hiver, mais enfin tout de même, là je peux vous dire que ça marche. Et ça, les Ukrainiens en ont vraiment pas assez, alors que les Russes en ont de plus en plus. Donc tous ces facteurs, et il y en a d'autres, mais ça fait que c'est une période qui est extrêmement risquée, compliquée, et où il y a des mesures à prendre. Et encore une fois, ça ne veut absolument pas dire que les dés sont jetés. Allez-y, Marc Semot. Oui, ce que dit Gwendoline est parfaitement vrai. C'est-à-dire, les Russes ont appris, y compris dans les nouvelles tactiques de combat, des petites unités qui s'infiltrent. Les Russes ont des problèmes, évidemment, de recrutement, même s'ils offrent des salaires mérifiques à ceux qui signent une prime d'engagement, mais les Ukrainiens en ont encore plus. Or, là, on est dans le problème clé depuis le début de la guerre en Ukraine. Les Ukrainiens ont fait le choix de ne pas faire la mobilisation générale comme les Français en 14, en envoyant tout le monde au front. J'ai dit, il faut préserver la jeunesse. C'était un choix parfaitement légitime et compréhensible. Le problème aujourd'hui, c'est qu'ils ont une armée d'abord de gens assez vieux, et il manque d'hommes. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a à peu près... ils ont élargi la mobilisation à 25 ans, mais malgré ça, ça ne suffit pas. Il y a à peu près plusieurs dizaines de milliers de procédures pour désertion, absence injustifiée, parce que les gens ne veulent plus aller au front. Et il y a surtout, je terminerai là-dessus, une différence sociale fondamentale. C'est-à-dire, ceux qui vont dans l'armée sont les vieux, sont les gens de province. La moyenne d'âge sur le front est de plus de 45 ans. Alors que ceux qui ont des études, etc., sont à l'arrière dans les trucs de drones. Et ça, c'est aussi des conséquences lourdes à assumer pour la société. Alors qu'on lit
très clairement, c'est ce que dit en tout cas le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, ces derniers jours, qu'il y a une réelle montée en puissance de la Russie. Il dit en termes de munitions, la Russie produit en 3 mois ce que l'ensemble de l'OTAN produit en 1 an. C'est ce qu'il disait en juin dernier. Jean-Dominique Mercier, que j'aurais définitivement beaucoup encore cité aujourd'hui, dit que les Russes se sont considérablement améliorés, que nous avons là, Ukraine-Russe, 2 armées désormais comparables. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai, non, mais c'est un phénomène assez classique des guerres, de mimétisme entre les adversaires. Chacun apprend de l'autre et s'adapte à l'autre. Donc là, on a on va faire les 2 armées européennes les plus puissantes actuellement, en comptant la Russie comme pays européen. Bien sûr, il y a autant de brigades, même si elles manquent d'hommes, il y a autant de brigades de combat terrestre en Ukraine qu'il y en a dans tout le reste de l'Europe. Donc ce sont les armées les plus puissantes, ce sont les armées qui sont 2 armées qui se sont transformées, donc à la limite ce sont celles qui sont le plus dans le 21e siècle, dans le combat du 21e siècle, et donc oui, il faut regarder ça, au moins regarder ça de très près. Il reste très peu de temps, Guillaume, et la conclusion pour Bernard Guetta, un peu de temps, messieurs. Avec cette différence entre l'Ukraine et la Russie, c'est que la Russie a ce qu'on appelle de façon un peu prétentieuse la profondeur stratégique, c'est-à-dire effectivement une industrie, un nombre d'habitants, des ressources naturelles qui font qu'elle est quand même, ça lui donne un avantage compétitif, on dirait en économie, qui est assez fort. Et c'est un peu la course de vitesse entre la poussée russe et l'aide occidentale à l'Ukraine, dont on a vu depuis le début de l'émission qu'elle est longue à se mettre en place. Et la conclusion, en quelques mots, Bernard Guetta. Une phrase d'abord. C'est vrai qu'il y a une progression de la Russie. Un des dirigeants des services secrets ukrainiens avec lequel je m'entretenais vendredi me disait oui, maintenant ils ont une agilité technologique dont nous avions le monopole, et ils nous l'ont prise. C'est-à-dire maintenant nous sommes, vous le disiez colonel, à égalité. Ça ne veut pas dire que les Russes ont gagné la guerre. Je remercie infiniment Gwendoline de Monod et Vincent Wartner d'être restés avec nous. Encore une fois, merci beaucoup pour votre travail sur le terrain. Merci, je sais qu'il y a des images, des séquences à venir que vous nous proposerez qui seront extrêmement fortes. Merci pour ce récit, ce témoignage. Merci Bernard Guetta, Elisabeth Shepard-Selam, Guillaume Roquette, Marc Semo ou encore le colonel Goya. Merci à vous de nous avoir regardés.